Très bon début de week-end à toutes et à tous. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Députation provinciale, la Commission électorale nationale indépendante a publié la liste provisoire des candidats. Sur un total de 49 552 candidatures réceptionnées, 49 209 ont été déclarées recevables et 343 irrécevables. De ces candidatures, 639 sont des candidats indépendants et plus de 13 000 candidats présentés par les partis politiques et 35 264 par les regroupements politiques. Les candidats à cette élection ont donc 15 jours, soit du 29 au 14 octobre, pour déposer leur recours devant les cours d'appel. 29 septembre, l'humanité célèbre la journée mondiale du cœur, une date qui sensibilise le public sur les maladies cardiovasculaires et leurs enjeux, mais aussi une occasion pour conscientiser le grand public sur ces pathologies, leurs causes, leurs facteurs de risque, leurs diagnostics, leurs moyens de prévention et leurs traitements. Des scientifiques alertent donc les autorités de santé publique sur la survie après un arrêt cardiaque reste inférieure à 10% dans de nombreuses régions du monde. À toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal. La Commission électorale nationale indépendante tient au respect du calendrier électoral. Cette institution d'appui à la démocratie a publié ce vendredi la liste provisoire des candidats et sur un total de 49 552 candidatures réceptionnées, 49 209 recevables et 343 irrécevables. Parmi les candidatures récevables, il y a 35 609 hommes, soit 72%, et 13 943 femmes, soit 28%. De ces candidatures, 639 sont des candidats indépendants, 13 306 candidats présentés par les partis politiques et 35 264 candidats présentés par le regroupement politique. Alors, la liste provisoire des candidats députés provinciaux ainsi publiée est affichée aux antennes de la CENI du ressort de chaque circonscription électorale et est disponible sur les sites web www.ceni.cd. La suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à la députation provinciale se présente donc comme si, du 29 au 14 octobre 2023, dépôt et traitement de recours en contestation de la liste des candidatures à la députation provinciale devant le cours d'appel faisant office de cours administratif d'appel. Du 15 au 21 octobre 2023, notification à la CENI des arrêts de cours d'appel faisant office de cours administratif d'appel. Du 22 au 28 octobre 2023, prise en compte par la CENI des arrêts. Le 29 octobre 2023, publication par la CENI de la liste définitive des candidats députés provinciaux. Alors, la centrale électorale appelle aux candidats indépendants, aux partis ainsi qu'aux regroupements politiques qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures à l'élection des députés provinciaux sont donc portées devant la Cour d'appel faisant office de cour administrative d'appel dans un délai de 5 jours à dater de la publication de la liste provisoire. En marge de la présidentielle de décembre prochain, les sociétaires du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, dans une déclaration publique, réitèrent leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa réélection à la magistrature suprême. Alors en même temps, ce regroupement dont le chef de file et le ministre d'État Pius Mobilou met en garde tous les ennemis de la République qui multiplient donc des calculs politiciens au contour des intérêts égoïstes. Nous, membres du regroupement politique AACPG, considérons l'état dans lequel son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a trouvé le pays lors de son premier mandat. Une situation caractérisée notamment par l'impunité, l'extrême pauvreté, l'insécurité et les caractères dénatureux des institutions ainsi que la quasi-absence des infrastructures socio-économiques de base. Considérant la situation politique, sécuritaire et sociale qui prévaut actuellement dans notre pays et dans les mécanismes d'amélioration développés durant le mandat, mérite d'être renforcés et pérennisés. Considérant sa volonté de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise, l'unité, la paix et la concorde du peuple congolais, amplement démontré pendant sa première prestation. Considérant que le respect des délais constitutionnels est gage de la consolidation de notre jeune démocratie, c'est conformément à l'article 70 de la Constitution du 18 février 2006 tel qu'est révisée à ce jour. Soutenons sans la moindre réserve la candidature de son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Invitons toute la population congolaise à soutenir cette candidature pour permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République,
de briguer un deuxième mandat afin de bien matérialiser sa vision qui a déjà commencé à donner des résultats probants dans beaucoup de domaines, en l'occurrence l'éducation, la santé, la diplomatie et les infrastructures, sans oublier surtout la lutte contre la corruption et l'impunité. Et en prélude des travaux du congrès, du premier congrès extraordinaire du nouvel élan tenu à Kinshasa, il a été annoncé à l'opinion tant nationale qu'internationale de la désignation d'Adolphe Muzito comme président national de cette formation politique et potentiel candidat président de la République à l'élection présidentielle de décembre 2023. L'ancien Premier ministre devrait donc déposer sa candidature à la CENI ce samedi 30 septembre 2023. Alors, porteur d'un programme qu'il résume en 25 politiques publiques, Adolphe Muzito a promis de nommer 30 porte-parole du candidat président dont la mission sera d'expliquer à l'opinion son offre politique. Autre fait marquant l'actualité ce jour est ce déploiement des éléments de la police dans l'agglomération de Mouchaké, déjà sous contrôle des FRDC. Cette agglomération du territoire de Massissi respire donc l'air de la paix, concrétisant ainsi la restauration de l'autorité de l'État. Police aye awa pona kotia kimia na mboka na Mouchaké bato batambola na kimia. Ces déploiements de la police à Mouchaké sous la supervision du gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, concrétisent la restauration de l'autorité de l'État. Dans cette entité se réjouit l'administrateur militaire du territoire de Massissi, le colonel Christophe Chinabou. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a examiné minutieusement la demande de la population et voilà les résultats. Il y a la police qui est avec nous ici à Mouchaké pour assurer la protection de notre population. La police, c'est une police nationale congolaise qui fait sa mission de protéger la population et leurs biens et de faire asseoir l'autorité de l'État. S'adressant à ces policiers, le numéro 1 de la PNC Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna, les recommande à veiller à la sécurité de la population et de ses biens. Peu après Mouchaké, le gouverneur militaire s'est rendu à Kabati, sur l'axe Kichanga. Ici, la population est déjà de retour avec la présence des FARDC. Avec les FARDC, nous sommes tellement contents parce qu'auparavant, quand on était ici, on est arrivé ici, il n'y avait pas les FARDC, mais aujourd'hui, en tout cas, ça va un peu. Bon, il y a celles qui ont déjà rentré, mais les autres n'ont pas encore rentré. Parce que 50% ont déjà rentré ici, ils sont ici. Les gouverneurs militaires, le général-major Peter Chirimwami, appellent d'autres populations déplacées à revenir dans leur entité, car les FARDC sont déterminés à chasser l'ennemi. Ce que nous disons à la population, c'est que nous continuons à la sécuriser. Nous voulons que ceux qui sont dans le cas de déplacés rentrent, parce que dans le cas de déplacés, il n'y a pas de vie. Nous sommes au mois de septembre, l'école a repris, il faut que la population rentre. Surtout pour ce qui est de ce côté-ci. On ne voudrait pas que nos populations continuent à souffrir dans les camps de déplacés. La force loyaliste est là, c'est que l'ennemi ne va pas rester là-bas. Nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population parce que c'est l'une de nos missions. Dans cette descente, le gouverneur militaire était accompagné du commandant 34e région militaire, le général-major Brinon Pezo, ainsi que d'autres commandants des grandes unités des FARDC engagés dans les opérations contre les terroristes du M23 sur l'axe Massissi. On va rester dans le Nord Kivu où la jeunesse de cette province est appelée à ne pas se laisser manipuler par les cellules des terroristes du M23 en ville de Goma. Cet appel est du commandant 34e région militaire, le général-major Brinon Pezo. Message lancé au cours d'une conférence débat sur la relation civilo-militaire qui doit exister dans cette partie de la République. Détail Patrick Sialoa. Le général-major Brinon Pezo, commandant 34e région militaire, ce jeudi 28 septembre 2023, face au mouvement des jeunes et de la société civile de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo, dans une conférence de débat sur la relation civilo-militaire, objectif, restaurer la confiance entre l'armée et la population après les événements du 30 août dernier. Pour certains intervenants, la population doit reprendre confiance avec son armée pour espérer à la victoire finale sur les M23.
La confiance a été menacée, mais elle n'a pas été rompue définitivement. Mais ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est le rétablissement d'une confiance maximale. Parce qu'elle a joué. C'est pourquoi je donne un exemple en disant, est-ce que si dans une maison, papa et maman, c'est chamaille, ça veut dire qu'ils doivent brûler la maison? La réponse elle est non. Parce que bientôt là, nous voulons voir notre territoire national entièrement libéré par nos forces armées. De son côté, le commandant 34e région militaire, le général-major Brinon Pezo, tout en rassurant la population, appelle la jeunesse de cesser de se faire manipuler. Je lance toujours la confiance et la vigilance. Et surtout de ne pas tomber aux manipulations inutiles. De ne pas tomber à tout ce qui peut aider l'ennemi à pénétrer notre vie. Mais par contre, à réanimer et à aider les task force sécurité participative qui est en marche actuellement pour aider à démanteler les... Il faut comprendre, il y a ce qu'on appelle des cellules dormantes qui sont dans la ville ici. Et ces cellules dormantes utilisent les groupes de pression pour les pousser dans la rue pour faire des désordres et amener à ce que la police et l'armée soient jetées et que les armes commencent encore à tirer. Et c'est ce que nous devons éviter. Donc je leur appelle à faire confiance à leur armée, d'être sereine. Et je l'ai dit tantôt, qui vivra verra. Tous nos territoires occupés seront récupérés. Soulignant que les forces de défense et de sécurité ne jurent que par la restauration de l'autorité de l'État sur toutes les entités occupées par les terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Venons-en à ces grands rendez-vous officiels marquant le démarrage des activités de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a présidé ce jeudi la première réunion de coordination du Comité national des mises en œuvre de la ZLECAf en RDC, et dont l'objectif principal est de créer un marché unique des biens et des services pour faciliter la libre circulation des personnes et des investisseurs, ainsi que jeter les bases d'une union douanière continentale. Également dans l'actualité, les recommandations formulées par les participants à la clôture de l'atelier des validations de la stratégie nationale des réductions des risques de catastrophes en RDC. Les partenaires humanitaires du gouvernement proposent que le gouvernement puisse doter le pays d'une loi organique sur la réduction des risques des catastrophes avec clarification des l'ancrage institutionnel et des modalités des financements. Le détail dans ce reportage. Durant 3 jours, les participants à la télé sur la validation de la stratégie nationale des réductions des risques des catastrophes ont été outillés sur la mise en place d'un cadre institutionnel à la base d'un système d'alerte précoce en vue de maîtriser les risques et les catastrophes en RDC. Assurer les suivis des actions identifiées dans les principaux secteurs justifiant des risques majeurs des catastrophes et la mobilisation des ressources partant du principe destructeur, réparateur sont là les quelques recommandations formulées par les participants à la clôture de cet atelier. Il convient par ailleurs d'inviter tous les participants, ou en tout cas toutes les parties prenantes, de s'investir dans cette approche participative afin que chacun joue un rôle dans la réalisation des indices de performance. Bruno Lemarquis a affirmé que cet atelier, tombé à point nommé car son institution reste focalisée à travailler sur la question de la protection de la population congolaise face aux différentes catastrophes. Notre cadre de coopération pour le développement durable, j'avais dit il y a 3 jours, il est en cours de formulation pour les 5 prochaines années. Donc ça sera une opportunité d'intégrer la question de la réduction des risques comme une thématique transversale et d'appuyer la mise en œuvre du cadre d'action de Sendai. Initiateur de cet atelier, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Moutinga, a lui plaidé pour l'accompagnement du gouvernement congolais dans la mise en œuvre des recommandations formulées en termes de financement. Les propositions des recommandations qui ont été faites vont être transmises au vice-premier ministre, qui en fera une communication importante au gouvernement de la République pour des dispositions à prendre. Parce qu'à l'approche du mois de décembre et du mois de novembre, nous devons nous attendre à des aléas assez importants qui pourraient perturber la vie de la population et le fonctionnement des institutions si on y prend garde. Satisfait également des représentants des institutions provinciales
pour les renforcements des mécanismes d'intervention pour répondre aux besoins des communautés affectées par les catastrophes et situations d'urgence et faciliter ainsi leur résilience. Pour nous, vous savez, la province du Haut-Katanga est une province aussi qui est vraiment compatissante. Il faut aussi renforcer la coopération interprovinciale pour que les provinces puissent se souder là où il y a des problèmes de calamité, que les provinces coopèrent afin de prévenir aussi et intervenir d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement congolais salue l'apport des professionnels, chacun dans son domaine, pour une contribution substantielle et une assistance technique de qualité au cours de ces assises. Les cabinets d'études des marchés Target et Sarel a livré les résultats des enquêtes sur l'audience des médias en RDC et des enquêtes qui révèlent une grande audience de la radio, média qui occupe la première place du classement, mais aussi la montée de l'audience de l'Internet à travers le pays. Target Sarel livre les résultats de ces nouvelles études. Des enquêtes menées dans les 26 chefs-lieux des provinces sur l'audience des médias en RDC offrent les résultats lors d'un atelier de présentation organisé par ce cabinet d'études de marché et de contenu. Pour cette année, la radio conserve sa place du média avec le plus d'audience, avec 52% devant l'Internet et la télévision. Une étude marquée par la forte poussée de l'audience de l'Internet qui gagne un rang dans le classement 2023. On a un grand intérêt lorsqu'on regarde au niveau de la radio. La radio, c'est vraiment le JT, le journal télévisé, ainsi que les émissions de religion, ainsi que l'actualité politique. Ça, c'est en termes de contenu, c'est ce qui est apprécié au niveau de la radio. Par contre, au niveau de la télévision, il y a bien sûr le JT, mais il y a une forte attention vers les sports. Aujourd'hui, les sports, c'est quelque chose qui attire énormément. Et c'est même ça qui fait le succès des chaînes câblées au niveau de la télévision. Par contre, pour Internet, aujourd'hui, Internet, les gens sont intéressés. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, on peut surfer, mais c'est plus cette capacité-là à faire, à dialoguer, donc à faire des chats, à pouvoir communiquer, mais aussi le téléchargement de vidéos et des audios, ce qui fait que lorsqu'on a téléchargé une vidéo, on a téléchargé une audio, on a l'impression que ce n'est plus nécessaire de suivre la télévision ou même d'écouter la radio. La compétitivité des médias congolais face à la presse internationale, une autre étude qui démontre la faiblesse dans l'élaboration des contenus. La mauvaise qualité, on en a beaucoup parlé. L'étude a montré qu'il y a des failles dans la qualité des productions locales. Mais je pense qu'en lisant, on a suivi juste une présentation. Lorsqu'on découvrira le contenu de l'étude, on va justement voir qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Mais évidemment, la qualité de contenu proposé est un paramètre déterminant dans le choix du public aussi. Après le résultat de ces enquêtes, les médias congolais pourront améliorer la qualité de leur contenu afin de rivaliser avec les médias internationaux. En sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta a palpé du doigt jeudi le bon déroulement de la formation que son institution dispense aux nouveaux magistrats de la promotion et état de droit dans le cadre du renforcement de capacité de nouvelles recrues en vue de bien exercer leur travail. Le numéro 1 de cette institution a conscientisé donc ces nouveaux administrés à travailler dans le respect des lois établies pour redorer l'image de l'appareil judiciaire congolais. Déterminé à s'imprégner du bon fonctionnement de la formation initiale lancée depuis le 15 juillet 2023 pour le renforcement des capacités des nouveaux magistrats en sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta s'est rendu à l'Université protestante au Congo où est installé un centre de formation des magistrats nouvellement recrutés. Dieudonné Kamuleta était accompagné de quelques membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature conduit par son secrétaire permanent, Télésphore Ndouakilima. Dans chacune des salles où il est passé avec sa délégation, Dieudonné Kamuleta a exhorté les nouveaux magistrats à travailler pour redorer l'image de la justice congolaise et à faire valoir l'état du droit en RDC. Vous êtes les magistrats de l'état de droit. Nous refusons les slogans. Ce jour-là, au palais du peuple, c'était devant le magistrat suprême, vous m'aviez entendu dire ce ne sont pas ces slogans-là qu'ils cherchent, c'est inopérant. Et c'est notre attitude, notre façon, la détermination que nous aurons pour que ce Congo soit réellement un grand au cœur de l'Afrique, parce que nous sommes effectivement grands.
Et nous, magistrats, vous qui venez d'arriver, vous avez cet avantage-là d'avoir la détermination de dire plus jamais ça. Le président du Conseil supérieur de la magistrature s'est apprêté à un exercice des questions-réponses avec ses nouveaux administrés, marqués par cette visite d'interpellation et de conscientisation. L'assistance s'est réjouie de la démarche entreprise par Dieudonné Kamuleta. Il n'est venu qu'avec un message très consolant, un message de pouvoir nous montrer qui nous sommes aujourd'hui, et nous devons prendre nos responsabilités face à l'État congolais qui a accepté que nous puissions pouvoir intégrer ce secteur qui toujours contribue sur l'élévation d'une nation. Nous sommes vraiment ravis des formateurs, de la formation, tout se passe bien jusque-là. Nous sommes des agents publics, donc nous devons nous comporter bien, donc partout où nous serons, nous devons mieux nous comporter pour affronter la profession qui nous attend devant. Satisfait de sa visite et de la qualité de la formation dispensée à ces nouveaux magistrats, de la promotion état des droits, le président du Conseil supérieur de la magistrature rassure ces nouveaux magistrats que tous les moyens nécessaires seront mis à leur disposition afin de bien vouloir exercer leur travail. Signature du protocole d'accord entre l'entreprise Attic Ethos Alves et l'Office de voirie et drainage à Kinshasa. Mobile de ce compromis, le projet d'aménagement de l'échangeur au carrefour Kintambo Magasin et la modernisation de la route Lutendele dans la commune de Mongafula, longtemps délabrée depuis des décennies. Cette rencontre s'est pragmatise avec l'appui du ministère des Infrastructures et des Travaux publics après une longue période de tractations. C'est dans cette atmosphère conviviale qu'intervient la signature du protocole d'accord entre l'entreprise Attic Ethos Alves, représentée par Madame Mandissa, et l'Office de voirie et drainage à Kinshasa. Accord qui porte sur le projet d'aménagement de l'échangeur au carrefour Kintambo Magasin et la modernisation de la route Lutendele, ex-route des caravanes, dans la commune de Mongafula, longtemps restée dans un défoncement très avancé. Notons que cette cérémonie a été rendue possible grâce à l'appui du ministère des Infrastructures et Travaux publics après une longue période de tractation. Ce protocole d'accord signé ouvre ainsi la voie à plusieurs autres projets dans le futur entre ces deux entreprises. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, accompagné du directeur général de l'Office de voirie et drainage, a lancé ce jeudi à Kinshasa la première campagne d'assainissement et curage des caniveaux sur toute l'étendue de la capitale afin de prévenir contre les inondations pendant la saison des pluies qui pointe à l'horizon. Images et commentaires. Mais entre-temps, les caniveaux de la commune de Bandalungwa n'attendent que le passage des agents de l'Office de voirie et drainage et visiblement les caniveaux de cette municipalité sont encore bouchés. Nos reporters y étaient et nous proposent cet élément. Des déchets qui ornent les caniveaux dans la commune de Bandalungwa, c'est le spectacle désolant qu'offrent ces ruisseaux ici sur la route Kassavubu, dans la commune de Bandal-Chibangu. Moi, je présente vraiment beaucoup de regrets à notre gouvernement central. Monsieur Gentini Ngobila, vous avez cassé. Mais quelles sont les résolutions après cette cassure que vous avez prises? C'est dommage. Voilà aujourd'hui comment nous souffrons. À Bandal, nous souffrons beaucoup. Parce qu'il y a trop de moustiques, il y a trop de saleté. Et ça m'étonne que notre bourgmestre doit dire que non, non, ça va à Bandal. Non, non, non. Qu'il essaie quand même de sillonner. Ils sont à perte de vue. Ces déchets qui servent malheureusement de poubelle autant aux passants qu'aux habitants du coin. Coupables en partie, mais aussi victimes, la population s'inquiète de l'arrivée des pluies qui, à chaque année, ne tombent pas sans conséquences. La route subit un grand coup. Les fortes pluies vont répondre bientôt. Toutes ces parcelles aux alentours seront inondées et la circulation deviendra difficile. Comment allons-nous faire que l'OVD vienne achever ses travaux? Scénario similaire à quelques mètres de là, le rond-point Moulard, croisement routier important et très fréquenté, est également bandé de déchets qui jonchent le sol. Les travaux d'aménagement débutés par l'OVD ont été stoppés pour des raisons de financement, comme le dit ici le bourgmestre adjoint de cette municipalité. Nous avons approché l'OVD pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est arrêté.
On nous a dit qu'il y avait un problème sérieux de logistique. Il y avait peu de logistique pour plusieurs chantiers sur Kinshasa. Mais aussi, l'OVD était sous contrôle de l'IGF, ce qui fait que tout était un peu en pause, en attendant que l'IGF fasse son contrôle et son travail de routine. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y avait eu des tournements ou quoi que ce soit, mais c'est un travail qui s'est fait en amont avant qu'il y ait provisionnement au niveau du gouvernement central et de la Banque centrale. Une situation qui ne dédouane pas les plaignants comme les victimes. Elle remet sur la table la question de bons gestes environnementaux, mais aussi la question de l'assainissement de la ville tant décriée par Kimbo Peto. Quel résultat à ce jour depuis son lancement en pompe par le gouverneur de la ville? La question mérite d'être posée. On va prendre à présent ce communiqué nécrologique. La famille Mwamba a l'immense douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès survenu le dimanche 24 septembre 2023 à Montréal, au Canada, de leur époux, père, oncle, grand-père et arrière-grand-père, Monsieur Mwamba Ndouba Raphaël. Nous nous recueillerons le vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er octobre. La famille Mwamba vous remercie pour votre soutien et les deuils se tient à l'adresse salle Le Foyer, rue du Doyenné 96, de 18h à 22h. Et pour tout contact, le plus 32 46 57 79 565 et le plus 32 47 604 78 38. Le nouveau président de la Commission nationale de censure des chansons et de spectacles a échangé avec les cadres, fonctionnaires et agents de ce service. Une première rencontre avec l'équipe directrice depuis sa prise de fonction à la tête de cette commission. Le détail dans ce reportage signé Béni Lacondal. Cet accueil est réservé au nouveau président de la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles. Nommé par la ministre de la Justice et garde de Sceaux, le haut magistrat et avocat général près la Cour de cassation Vincent Bichia Kalukenda a échangé avec les cadres, fonctionnaires et agents de la CNCCS. En prélude à sa prise de fonction, le nouveau patron de cette structure a redéfini la mission de ce service spécialisé du ministère de la Justice, celle de se prononcer sur la conformité aux bonnes mœurs. La commission de censure est un outil adéquat pour le gouvernement de la République qui devra servir de réguler les mœurs et sauvegarder nos traditions en fait d'avoir une société rénovée sur les valeurs morales positives porteuses du progrès et du développement. C'est une grâce pour nous. C'est pourquoi nous devons louer Dieu de cette grande opportunité et lui demandons de nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre. Une nomination qui relance les attributions de la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles de veiller à la sauvegarde de l'ordre public et bonnes mœurs dans les chansons, films et spectacles diffusés et présentés au public. Et puis je l'ai annoncé au tout début de ce journal que l'humanité célèbre ce 29 septembre la journée mondiale du cœur, une date qui sensibilise les publics sur les maladies cardiovasculaires, leurs enjeux, mais aussi une occasion pour conscientiser les grands publics sur cette pathologie, ses causes, ses facteurs de risque, ses diagnostics, ses moyens de prévention et ses traitements. Alors les scientifiques se servent de cette journée pour alerter les autorités de santé publique que la survie après un arrêt cardiaque reste inférieure à 10% dans de nombreuses régions du monde. En littérature, une nouvelle œuvre littéraire dans la Bibliothèque nationale. Il s'agit de l'ouvrage Sylvestre Moudingai, une vie, des combats de Sylvestre Ntumba Moudingai, une œuvre qui retrace la vie du deuxième président du Sénat de l'histoire de la RDC, un hommage de l'auteur à son grand-père baptisé en présence des membres de la famille et des chercheurs. L'ouvrage Sylvestre Moudingai, une vie de combat, fait son entrée dans la Bibliothèque nationale.
Paru aux éditions du Pangolin en 2023, ce livre de 127 pages retrace dans 12 sections la vie du deuxième président du Sénat de la RDC, sa carrière politique dans la marche vers l'indépendance. L'auteur est Sylvestre Ntumba Mundingai, qui rend hommage à son grand-père à travers ce livre inspiré par les interviews et anecdotes de son ancêtre. Baptisé devant un public composé des chercheurs et des membres de la famille Mundingai, cette œuvre se propose comme un bijou pour les passionnés de l'histoire. Quand je regarde ce livre, quand je sais tout ce que mon grand-père a raconté, je me dis ça représente rien. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment un trésor énorme qu'on a laissé passer. Dans ce livre, je n'ai pas voulu mettre toutes les histoires qu'il nous a racontées. Parce que peut-être qu'il va manquer de précision. J'ai préféré essentiellement les baser sur les conférences de presse qu'il a écrites et sur l'interview qu'on a faite avec lui. Je vous demande de le lire, mais de le lire avec... essayez de vous mettre dans le contexte de l'époque. C'est un devoir pour moi, un devoir de mémoire, un hommage à mon grand-père. Et en écoutant le prof Mutamba, vous avez entendu plus d'une fois, il dit qu'il fait une parenthèse. C'est-à-dire qu'il est allé même au-delà. Une ou deux fois, il est allé même au-delà de ce que j'ai mis. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être beaucoup de choses, mais je n'ai pas voulu écrire ce livre sur base de recherche documentaire. Du fils du chef à l'oraison funèbre, en passant par l'émancipation à travers le monde associatif, cet ouvrage fait revivre Sylvestre Mundingai, bien plus l'immortalise. Un devoir de mémoire collective dans une RDC dont l'histoire est appelée à être écrite par ses propres fils. Et voilà, Madame, Messieurs, ainsi se referme cette édition du journal. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous remercions de nous avoir suivis. Corridor central, nous reparlerons du projet de construction du chemin de fer à écartement standard. Le consultant CPR 16 du Tari recruté pour réaliser